Bonjour à tous, merci de votre présence. On va débuter très vite. Je vais vous dire un petit mot de la matinée, mais extrêmement rapide. Je vais inviter tout de suite les intervenants à la première table ronde à me rejoindre. Alors je vais essayer d'en oublier aucun. Laure Bérény, bonjour, merci donc qui est chargée de recherche au CNRS, qui va nous parler notamment de ces travaux comparatifs entre la France et les États-Unis en matière de discrimination et de lutte contre les discriminations. Jean-Louis Chaussade, bonjour Jean-Louis Chaussade, qui a donc présidé un groupe de travail dont on va beaucoup parler ce matin. Alors je vous dis tout de suite, ce groupe de... Remettez-vous plutôt plus au milieu, là vous êtes... Alors, Monsieur Chaussade devra nous quitter à 10h précises parce qu'il a un train à prendre pour Londres, mais vous pouvez quand même vous mettre au centre. On va parler ce matin beaucoup d'un groupe de travail que Monsieur Chaussade, donc directeur général de Suez Environnement, a présidé. Et qui donc fait des propositions pour essayer d'avancer un peu plus vite, même beaucoup plus vite en matière de discrimination. Il va donc en être question ce matin. Vous avez un tout petit résumé des propositions notamment et des conclusions de ce groupe de travail. On n'a pas voulu vous donner l'étude, j'en suis un peu responsable d'ailleurs en avant-première. Je dis si on donne l'étude à la salle, vous allez regarder l'étude, vous allez la lire et puis vous n'allez pas nous écouter, c'est dommage. Donc à partir de, je crois que c'est 11h, l'étude est téléchargeable sur le site de l'Institut Montaigne en PDF. Elle fait quelque chose comme 120 pages, c'est pas très compliqué à télécharger et donc vous êtes invité à la lire à partir de la fin de cette matinée. Saïd Amouche, que j'ai eu au téléphone hier mais que je n'ai... Bonjour. Donc, qui est fondateur et directeur général de Mosaïque RH, qui est un cabinet de recrutement et de conseil RH spécialisé sur les questions de discrimination. Écoutez, installez-vous à ma droite. Et enfin, Eric Manca, bonjour, qui est donc avocat associé au cabinet Auguste et Debouzy et qui travaille notamment avec ses clients sur les questions de discrimination quand il est saisi du sujet. Et en fait, il nous dira que ce n'est pas si fréquent que cela. Voilà. Une première table ronde, donc plutôt sur les questions de quelles pistes peut-on mettre quelles pistes pour avancer en matière de discrimination dans les entreprises. On ouvrira le champ un peu plus largement sur des questions un peu plus sociétales dans une deuxième table ronde, avec une invitée surprise dont je vous parlerai tout à l'heure, et Laurent Bigorgne, qui a décidé que, non pas parce qu'il était timide, mais modeste, qu'il lui cédait sa place parce qu'elle avait beaucoup plus de choses à dire que lui. Voilà, c'est la petite surprise pour tout à l'heure. Et enfin, Jacques Toubon, qu'on attend, qui devrait nous rejoindre dans la matinée, et qui donc fera l'une de ses premières interventions publiques en tant que nouveau médiateur défenseur, pas médiateur, défenseur des droits. Merci. Et donc évidemment, je vous invite à rester avec nous jusqu'aux alentours de 11h30 midi. Voilà. J'ai déjà beaucoup parlé. Je vais d'abord donner la parole à Saïd Amouche, qui non seulement est un observateur, mais un acteur de ces questions des discriminations. Vous avez fondé donc Mosaïque RH en 2007. Oui, j'ai bien révisé. Fin 2007. Fin 2007. Il y a donc bientôt 7 ans. Juste une question, on a dit en introduction toutes les difficultés, toutes les faibles avancées, je reprends des mots, quelque chose qui résiste autour des minorités ethniques. L'opinion ce matin titre l'Institut Montaigne s'alarme des discriminations ethniques au travail. Vous qui avez du recul sur cette question et qui êtes en même temps au cœur de l'action, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en matière de constat sur l'avancée des entreprises sur cette question? Est-ce qu'on avance très peu? Est-ce qu'une toute petite part d'entreprises avance et toutes les autres ne font rien? Quel regard vous portez sur cette question des discriminations? Alors, ce matin, on va plutôt être sur les discriminations liées à l'origine, c'est plutôt le sujet, quand bien même il y a d'autres diversités qui sont dans le cadre du rapport, liées au sexe, à l'âge ou à la dépendance, par exemple. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un énorme paradoxe. Il y a un paradoxe aujourd'hui qui nous fait constater que il y a une dizaine d'années, c'était un sujet tabou. Une grande majorité d'entre nous, on considérait qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de sujet. Et puis finalement, à force de constater les statistiques, les travaux de recherche et autres, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a pu formaliser un certain nombre d'idées, on a constaté l'ampleur du dégât et on constate également qu'on est dans une société multiculturelle. Cette société aujourd'hui, elle a besoin d'avancer sur ces sujets. Et on sait qu'aujourd'hui, le climat politique, le climat social, il est compliqué sur un thème comme celui-ci. On sait que rentrer dans une logique à l'américaine qui a été portée par le mouvement pro-noir américain dans les années
nous a amené petit à petit à mettre des logiques de quotas dans ces économies, c'est pas forcément la culture dans laquelle on est aujourd'hui, hein, avec les valeurs de notre République. Donc on a d'un côté un problème qui est constaté, partagé, une société qui a évolué pour plein de raisons, hein, et notamment la croissance économique de la France qui a été boostée par des mouvements d'immigration massifs. Donc il y a un sujet. Et de l'autre côté, eh bien, on a besoin de faire des choix, mais on ne sait pas trop comment prendre ces choix-là. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on a été confrontés à ça. Donc je suis le premier militant à dire je ne veux pas de quotas dans les entreprises françaises. Je ne veux pas être recruté parce que je suis un noir ou un arabe. Donc je suis très à l'aise avec ça. Par contre, il faut trouver des solutions parce qu'il y a un problème. Et donc comment on fait? Et donc la position qui me paraît aujourd'hui, moi, la plus tranquille et efficace sur ces questions-là, c'est peut-être d'avoir finalement une démarche territoriale et croiser les critères. Parce que la caractéristique de base de la minorité ethnique aujourd'hui en France, quand on se confronte sérieusement à la question, c'est d'abord en fait une question de dynamique de réseau, de capital culturel, de cursus réalisé. Hein, donc on sait que on a un problème avec un certain nombre de minorités ethniques, mais la réalité, la base, c'est quand même l'origine sociale. Et donc on s'est dit que si on pouvait travailler sur la dimension sociale et donc territoriale, hein, on voit bien comment aujourd'hui qui compose la Seine-Saint-Denis par exemple, hein, eh bien c'est les plus pauvres à la base, hein, c'est les plus pauvres. Donc on a créé des concentrations, des poches de territoire où on a des gens qui sont d'abord pauvres avant d'être noirs, arabes, femmes. Donc c'est ça le constat. Donc l'idée c'était de dire créons en fait une dimension pour pouvoir apporter une solution suffisante à la lutte contre les discriminations. Soyons dans une démarche de séduction et de promotion. Donc on va promouvoir les compétences des candidats qui habitent les territoires de quartiers populaires. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être affronter la solution. Et c'est pour ça qu'on a créé ce cabinet de recrutement. Et on a permis à 2500 jeunes de signer un contrat. Alors justement, je sais que vous avez une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. Vous avez passé il y a 2-3 ans le million de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, qui fait appel à votre cabinet? Est-ce que ce sont quelques grandes entreprises pionnières, toujours les mêmes, qui ont une volonté affichée, alors à la fois de communication mais aussi d'action sur ces questions, ou est-ce que le sujet s'est diffusé au sein des entreprises françaises? Alors, on ne va pas encore assez vite et je suis ravi que ce temps de travail ait été organisé et qu'on puisse à un moment donné faire le point de la situation. Alors, qui vient nous voir et qui travaille avec nous? Eh bien, c'est évidemment les entreprises les plus éduquées, les plus avancées, les plus ouvertes sur ces questions-là, qui cherchent des solutions, qui parfois cherchent aussi on le disait tout à l'heure, hein, dans la prise de parole d'entreprise des personnels, il y a aussi cette question en fait de communication et de position dans l'écosystème. Et donc on sait que ce critère existe, mais c'est pas parce qu'à un moment donné on a une porte qui s'ouvre qu'il faut pas travailler, parce que c'est aussi une manière d'avancer sur ces sujets-là et de mettre à plat les sujets. Quand vous avez créé Mosaïque RH en 2007, et quand on regarde la situation aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que est-ce que vous auriez signé en 2007 pour la situation des entreprises françaises en matière de discrimination en 2014, ou est-ce que finalement le bilan est quand même extrêmement décevant? Il est toujours décevant. On sait qu'à un moment donné, on a 360 entreprises labellisées, qu'on fait un travail, qu'on fait le choix de se confronter. On sait qu'il y a d'autres entreprises qui n'ont pas de problème et qui font le choix de ne pas se labelliser et qui sont tout aussi honorables dans leur pratique. On sait qu'on a à peu près, tout à l'heure on l'a rappelé également, 3500 signataires de la Charte de la diversité, et on sait aussi qu'on a 162 000 entreprises ayant plus de 50 000 salariés. Donc il y a un progrès qui est manifeste par rapport à il y a 10 ans. Plus de 50 peut-être, 50 salariés, pas 50 000. Plus de 50 salariés, bien sûr. Ça serait bien qu'on en ait. Bien sûr. Mais on voit bien la marge de progrès et la direction qu'on peut espérer projeter dans quelques années encore. Monsieur Chaussade, vous dirigez une entreprise qui ne fait pas
qui fait 80 000 salariés, mais répartis dans 70 pays, je crois. J'aimerais que on va évidemment parler du rapport et du groupe de travail que vous avez présidé pour l'Institut Montaigne sur cette question des discriminations. Je voudrais d'abord que vous nous qualifiiez d'un mot 10 ans de politique de diversité dans les entreprises. En un mot, comment est-ce qu'on pourrait qualifier le bilan? Qu'est-ce que vous choisiriez comme adjectif pour qualifier le bilan de ces 10 ans de politique dans les entreprises? Une véritable prise de conscience, je crois que ça a été dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a 10 ans, on pensait qu'il n'y avait pas de problème et que depuis 10 ans, on a compris qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Appelons ça des plafonds de verre si on veut. En tous les cas, que pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, il y avait un système qui avait tendance à s'auto-reproduire et donc à exclure. Donc je pense que le mot-clé, c'est prise de conscience. Et le deuxième mot, c'est action. Parce qu'un certain nombre d'actions ont été prises, un certain nombre de décisions ont été mises en place et ça s'est traduit dans un certain nombre de discriminations par des avancées notables. Que ce soit du côté de l'égalité homme-femme, que ce soit du côté des handicapés, que ce soit du côté des seniors, pour donner ces premiers exemples, les entreprises ont énormément progressé. Et sans vouloir rentrer déjà dans les conclusions du rapport, si les entreprises ont pu progresser dans ces domaines, c'est aussi parce qu'elles ont été capables de mettre des chiffres et de faire évoluer les chiffres, c'est-à-dire progressivement de se dire pourquoi est-ce que dans un groupe comme Suez Environnement, qui travaille, comme vous l'avez dit, dans 70 pays, il y a que globalement 20% de femmes dans les effectifs, et comment je fais pour le faire progressivement avancer, même si c'est pourcent par pourcent. Et dans le handicap, ça a été la même chose, et dans la problématique des seniors, c'est aussi la même chose. Donc, quand on arrive à mesurer dans l'entreprise, quand il y a une volonté de progresser dans l'entreprise progresse. Et au cours de ces 10 dernières années, c'est ça les avancées, à mon avis, les plus notables que nous avons vues, en tous les cas dans celle que je dirige. Alors c'est une proposition dont on va reparler très vite. Je voudrais reprendre un mot de Sandra Anlard. Il y a quelque chose qui résiste autour des minorités ethniques. C'est donc quelque chose que vous avez vous-même constaté dans ce groupe de travail. Oui. Et vous nous dites que ce qui résiste, c'est notamment l'incapacité de mesurer et donc de mettre en place des actions suite à cette mesure qui peut être positive, catastrophique. Oui, alors ce qui se passe, c'est que naturellement, j'allais dire, dans toutes les statistiques qui existent, on dit qu'on est un homme ou une femme, qu'on donne son âge, etc. Sur le handicap, c'était un peu plus compliqué. Et donc, c'était, si je puis dire, assez simple et assez acquis de mesurer. Alors, quand on parle des problématiques ethniques, on se heurte à une vérité qui est celle d'ailleurs qui vient d'être expliquée, c'est moi je suis arabe ou moi je suis noir et pourquoi vous voulez me compter? Pourquoi, quelque part, quand on ne veut pas discriminer, quelque part, une partie de la population pense qu'en les comptant, on va les discriminer. Et autre part, dans le subconscient historique français, il y a une espèce des relents d'histoire qui sont assez sombres. Et donc chaque fois, et dans les débats qu'on a eus, j'en ai été frappé, j'ai trouvé ça extrêmement instructif. D'un côté, il y avait la pensée cartésienne qui disait il faut compter, et de l'autre, il y avait la pensée, si je puis dire, émotionnelle et historique qui disait mais ça a déjà été une catastrophe, essayons de ne pas la reproduire. Et ça, c'est toute l'histoire, notre histoire qui est derrière nous. Je pense qu'il faut concilier ces deux réalités. C'est évidemment extrêmement difficile et le rapport fait des propositions qui me paraissent raisonnables et qui doivent bien sûr être en ligne avec les recommandations du Conseil constitutionnel puisque en gros il a interdit, sauf exception, j'allais dire, de compter et surtout il a demandé à ce qu'il y ait, quelles que soient les données qu'on ait dans ce domaine, il faut qu'elles soient anonymes. Donc la proposition du rapport, c'est tout en gardant l'anonymat, d'avoir dans les entreprises la capacité de savoir en gros de quelle origine sont les salariés, soit sous la forme de où sont-ils nés,
ou quelle est leur origine, leur nationalité d'origine, ou quelle est celle de leurs parents, ou où sont nés leurs parents. Je pense que c'est un moyen indirect d'approcher. En tous les cas, c'est la recommandation du rapport qui a été soutenue par tout le monde après un débat qui est celui que j'ai essayé d'évoquer rapidement, un débat qui était à la fois, je l'ai dit, émotionnel et en même temps cartésien, et c'est quelque part le compromis. J'ajoute que ce type de compromis, il doit être forcément accepté, je dirais, globalement. Donc il faut que, à la fois, les représentations des salariés, c'est-à-dire les syndicats, les entreprises et l'État, soient d'accord si on veut avancer de manière, j'allais dire, paisible. Ce problème n'est pas paisible dans la société française. En même temps, si maintenant on veut avancer, je crois qu'un certain nombre d'entreprises se sont sensibilisées à ces problèmes, mais si on veut avancer, la conviction du groupe que j'ai eu la chance de présider, c'est véritablement qu'il faut trouver une forme, même indirecte, de comptage. C'est la recommandation que l'on fait. D'ailleurs, qui est très intéressant parce que, moi, évidemment, je pensais aux entreprises, mais un certain nombre de gens qui étaient dans cette commission m'ont dit mais il faut aussi le faire dans l'administration. Et donc c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a les deux premières recommandations, c'est un, les entreprises privées, et deux, les administrations, ce qui représente quand même à L2 la quasi-totalité des salariés français. Est-ce que vous avez eu un débat sur le fait de rendre obligatoire cette mesure? Est-ce qu'il faut la rendre incitative? Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire dans les entreprises? Parce que votre rapport dit que dans le corps de l'État et de l'employeur public en tout cas, on pourrait le faire de façon assez systématique. Dans l'entreprise, vous ne le dites pas. Est-ce qu'il faut laisser les pionniers finalement se saisir du sujet? Est-ce qu'il y a un risque que certains employeurs, de peur que la mesure ne leur convienne pas, eh bien, il ne se passe rien? Donc est-ce qu'il faut être un peu contraignant en matière de mesures sur cette question-là? C'est vraiment un domaine où je serais réticent à la contrainte si la contrainte n'est pas librement acceptée, si vous me permettez ce paradoxe. Je pense qu'en fait, plus que la contrainte, c'est l'émulation. Et dans les entreprises, on a parlé tout à l'heure de réputation. Dans l'entreprise, l'émulation, la réputation, la concurrence, c'est les éléments moteurs. Et la diversité, je ne l'ai pas dit, mais je voudrais revenir sur ce point, la diversité est un élément, de mon point de vue, moteur de la compétitivité. Parce que dans le rapport, vous trouverez, il y a des chiffres qui sont très intéressants. Il y en a deux qui m'ont frappé, ou un qui m'a frappé. C'est le fait qu'aujourd'hui en France, entre globalement la représentation de l'immigration, entre ceux qui viennent d'émigrer et les enfants d'émigrer, ça représente 22% de la population française. Comment voulez-vous, en termes d'entreprise, bien servir, bien comprendre une clientèle si l'entreprise n'est pas, pour reprendre une expression qui n'est pas de moi mais que j'aime beaucoup, n'est pas aux couleurs de son pays? Et je vais vous donner un autre exemple qui est banal, mais qui l'illustre parfaitement. On n'a jamais imaginé que pour vendre des produits en Inde, on allait tous être des Français, même si on les a conçus en France. En Inde, vous produisez et vous vendez à des clients indiens. Et donc, vous vous adaptez aux clients que vous avez. Eh bien, l'entreprise, pour être efficace, dans tous les pays où elle est, elle doit s'adapter à ses clients. Ces clients en France, ils sont divers. Il faut donc s'adapter à cette diversité. Donc, j'insiste, la diversité, je ne crois pas qu'il faille l'obliger, mais si on a des moyens de renforcer cette diversité, la compétitivité, la relation au client fera que l'entreprise immédiatement prendra tous les moyens à sa disposition pour être la plus diverse possible. Alors je parle peut-être plus des grandes ou des moyennes entreprises. Je pense qu'il y a un problème plus complexe dans les petites entreprises. Et là, je pense qu'il faut adapter les systèmes. Il faut rendre les choses à la fois souples et plus simples. Mais je ne vois pas très bien pourquoi les petites entreprises n'arriveraient pas, elles aussi, à s'adapter à la diversité. Ça me paraît une nécessité qui correspond à la réalité de la France. Alors j'ai oublié de vous dire c'est quand même important qu'il y a deux choses. Il y a un système
électronique qui vous permet de poser des questions, de réagir et donc de débattre de façon virtuelle avec les intervenants autour de cette table. Je peux évidemment reprendre un certain nombre de ces questions quand je pense qu'elles peuvent justement faire avancer le débat. Donc n'hésitez pas, merci, à utiliser le système. J'en profite pour dire que le système s'est débranché, donc j'aurais besoin qu'on me remette... je ne sais pas qui... Voilà, où est la personne qui répond. Voilà, merci. C'est le. Donc vous pouvez réagir à la fois en envoyant des SMS sur Wissambly, mais donc vous avez un petit papier. Vous pouvez aussi prendre la parole avec des micros. Il y a 2 micros qui se baladent dans la salle, enfin qui peuvent se balader dans la salle. L'idée c'est pas de vous donner la parole à la fin de la table ronde, parce que comme d'habitude, quand on décide de faire de cette façon, on ne donne jamais la parole à la salle, parce qu'en fait il est toujours trop tard. Donc l'idée c'est plutôt que on soit en interaction avec vous. Donc vous pouvez prendre la parole quand vous le voulez. Voilà, il suffit juste de la demander. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse débattre, ou de façon électronique, ou de façon directe, mais n'hésitez surtout pas à faire part de vos interrogations, de poser des questions. Nos invités sont là pour ça. Laure Bérény, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous avez, travaillé justement, vous connaissez bien et le modèle français et le modèle américain sur cette question de la mesure de la discrimination. J'imagine que vous avez forcément des choses à nous dire. Est-ce que c'est efficace aux États-Unis ? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée qu'on pourrait mesurer la discrimination liée à l'origine ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, aux États-Unis, comme vous le savez, il y a une mesure systématique de la discrimination. En fait, il y a des nomenclatures ethno-raciales qui sont utilisées par l'administration quotidiennement, qui sont dans le recensement américain et qui datent en fait de bien avant les politiques de lutte contre les discriminations, puisque c'est quand même un héritage, il faut le rappeler, d'un système d'abord de l'esclavage puis de la ségrégation. Hein. Donc, dans les années 60, les États-Unis ont mis fin au système de la ségrégation raciale et ont décidé de s'appuyer sur ces nomenclatures ethno-raciales pour cette fois lutter contre les discriminations dont faisaient l'objet ces groupes ethno-raciaux. Hein, donc voilà, cette nomenclature, elle existe depuis très très longtemps aux États-Unis, elle est rentrée dans les mœurs et c'est aussi pour ça que c'est sans doute plus facile de mesurer aux États-Unis les discriminations liées à l'appartenance à un groupe ethno-racial. J'aurais toutefois ajouté qu'aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense souvent, il n'y a pas de système de quotas obligatoire dans l'emploi. Il y a un système d'affirmative action qui a été mis en place à la fin des années 60 pour fortement inciter un certain nombre d'entreprises américaines et en particulier celles qui concluent des contrats avec l'État fédéral pour inciter ces entreprises à prendre des mesures actives, positives pour réparer les discriminations dont font l'objet certains groupes, les minorités et les femmes. Et donc, ces entreprises ont été incitées à prendre des mesures du style mesurer de manière très soigneuse la part des femmes et des minorités à différents niveaux de qualification de l'entreprise et comparer ces proportions au bassin d'emploi dans lequel l'entreprise recrute. Ces entreprises ont été incitées à mettre en place des objectifs chiffrés et des calendriers pour atteindre ces objectifs. Ces entreprises ont été incitées à élargir leur vivier de recrutement, à proposer des formations ciblées sur certains groupes discriminés. Bref, elles ont été incitées à faire beaucoup de choses, mais jamais, en fait, des quotas obligatoires n'ont été appliqués dans le monde de l'entreprise aux États-Unis. Il faut quand même le savoir, il faut quand même le rappeler. Ça l'a été dans le monde de l'université, de l'accès à l'université, mais ces quotas ont été remis en cause depuis la fin des années 70. Donc même dans le monde des universités aujourd'hui, on ne parle plus de quotas ethno-raciaux aux États-Unis. Voilà. Donc je voulais juste rappeler cette chose-là, parce que moi, quand je travaille sur les États-Unis, quand je vais interviewer les Américains, ils me disent « Alors en Europe, il paraît que vous avez beaucoup de quotas. Parlez-moi des quotas. Vous avez des quotas sur les personnes handicapées, vous avez des quotas pour les femmes dans les conseils d'administration. » Ils associent véritablement, étroitement cette notion de quotas à un système plutôt européen. Donc vous voyez, c'est... Alors, je prends tout de suite une question, maintenant que le système remarche. Enfin, en fait, il marchait, c'est juste moi qui n'avais rien compris. Quelles sont les minorités ethniques en France? A-t-on une définition? Parce qu'après tout, effectivement, si on veut mesurer la discrimination ethnique, encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est qu'une minorité ethnique. Alors, Bérény, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je sais pas, aux États-Unis comment ça marche ou qu'est-ce que c'est qu'une minorité ethnique en France? Oui, alors évidemment, ça ne pourrait pas se fonder sur les mêmes systèmes aux États-Unis qu'en France. En
en France qu'aux États-Unis, pardon. Aux États-Unis, c'est fondé sur l'identification ethno-raciale, c'est-à-dire qu'on demande aux individus lors du recensement, mais aussi au moment où ils sont recrutés dans une entreprise ou quand ils rentrent dans une université, par exemple, dans des actes très banals de la vie quotidienne, de s'identifier, de donner leur groupe ethno-racial. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, donc, en tout cas, de le faire d'une manière volontaire. Historiquement, c'était d'ailleurs pas c'était pas une auto-identification, c'était une assignation extérieure de l'officier du recensement américain. Mais c'est devenu une affiliation volontaire. En France, ça ne pourrait sans doute pas, enfin même très probablement, parce que le Conseil constitutionnel de toute façon a bien rappelé que c'était sans doute opposé à la tradition française, mais on pourrait, comme l'avait mentionné le rapport du COMED de François, qui a été notamment signé par François Héran et qui est cité dans le rapport de l'Institut Montaigne, on pourrait construire une nomenclature statistique qui repose sur l'origine. Donc en France, parler de statistiques ethniques, ça pourrait être beaucoup plus facilement parler de statistiques qui reposent sur l'origine, c'est-à-dire, comme le disait Monsieur Chaussade, soit le lieu de naissance et la nationalité des personnes si ce sont des migrants, donc qui sont arrivés en étant nés dans un autre pays, soit la nationalité et ou le lieu de naissance des parents de ces personnes. Est-ce qu'il faudra aller plus loin, parce que est-ce qu'il faut parler des parents ou des grands-parents? Parce que quand on regarde les chiffres sur l'intégration, on se rend compte qu'il y a même visiblement un recul qui fait que les deuxième ou troisième générations s'intègrent pas forcément mieux que les premières. Oui. Enfin, les chiffres sont assez inquiétants en la matière. Alors pour les troisième générations, j'aime pas trop parler d'intégration parce qu'il me semble que quand même, il faut là aussi les mots sont importants. Il me semble quand même beaucoup plus précis et juste de parler de discrimination dont ces populations font l'objet et de parler d'intégration à la limite quand on parle de la première génération de migrants. Alors effectivement, le problème évident auquel va être confrontée la France si jamais elle se décide à mettre en place ces statistiques liées à l'origine, c'est que peut-être que dans 10 ans, ça va être de plus en plus difficile de repérer ces groupes fondés sur l'origine des parents, puisqu'il faudrait remonter à l'origine des grands-parents. On peut imaginer, on peut imaginer si on arrive à accéder à ces données, ça sera peut-être plus compliqué, effectivement les complexifier au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, et pour essayer de donner des frontières à ces groupes qui, encore une fois, on parle pas du tout de multiculturalisme ici, on parle de groupes qui ont été historiquement discriminés et qui sont perpétuellement et qui continuent d'être discriminés dans la société contemporaine, même si ces discriminations reposent sur des stéréotypes, des petites choses implicites, des toutes petites inégalités qui s'ajoutent, qui se cumulent et qui font qu'au final, ces groupes se situent dans une position défavorable par rapport à la population majoritaire. Le problème, comme le disait Monsieur Chaussade, c'est qu'on a en France aujourd'hui aucun moyen d'opérer ce diagnostic. Enfin, en tout cas, on a des études sociologiques comme par exemple l'enquête Trajectoire et Origine qui a été menée par l'INED et l'INSEE. Mais on a quand même relativement peu de moyens de faire ce diagnostic. Et donc, ce qu'on constate quand même globalement dans les entreprises, c'est que, pas dans toutes les entreprises, mais c'est qu'il y a quand même un phénomène de déni qui se poursuit de ces discriminations liées à l'origine, en partie parce qu'on ne peut pas les mesurer. Éric Manca, le juriste que vous êtes, qu'est-ce que vous inspire cette idée de mesurer mesurer la diversité liée à l'origine dans les entreprises? Est-ce que le juriste se dit on va vers un risque juridique pour l'entreprise, ou est-ce qu'au contraire ça vous paraît très praticable? Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'avocat? Le juriste est plus un observateur, puisque lorsqu'il est sur le terrain, il est soit auprès de son client, soit auprès d'un conseil de prud'homme ou d'un tribunal correctionnel. Il a donc le soin d'observer la pluralité de ses clients, qui va en gros de la pâtisserie industrielle jusqu'au monde de la banque et de la finance, c'est-à-dire on brosse tous les terrains d'industrie et de pratique. Moi, ce dont je m'aperçois, c'est que sur ce siècle, je commence au siècle dernier, mais sur ce siècle-là, donc depuis 14 ans, j'ai eu un contentieux, un seul, de la discrimination à l'embauche, qui est le plus flagrant, par exemple, en matière de diversité. Alors, ça ne veut pas dire parce que l'arsenal juridique n'existe pas, ou parce qu'on ne s'en saisit pas? Non, l'arsenal juridique est là. Même si le code du travail vous rebute, vous regardez son épaisseur, il y a certainement tout ce qu'il vous faut. Mais le problème, il est le problème de la preuve. Il est le problème de la preuve. Lorsque vous faites écarter d'un entretien d'embauche, vous pouvez avoir la tentation de vous dire j'ai été écarté parce que ma couleur de peau, parce que j'ai peut-être parlé de mes convictions religieuses, j'en sais rien. Mais
la tentation est grande et parfois elle peut se vérifier. Le problème, c'est la preuve. Et vous vous souvenez tous, il y a une dizaine d'années, des associations militantes de lutte précisément contre cette discrimination avaient envoyé, c'était bien joué, hein, des doubles CV à l'identique, même cursus, même expérience, etc. Il y a juste le nom qui changeait. Il y en avait un qui sentait bon le nord de l'Europe, puis il y en avait un autre qui était plus côté Afrique du Nord. Et curieusement, le nord de l'Europe, comme à l'Eurovision, on peut passer systématiquement, puis et ils ont demandé des comptes. C'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des raisons objectives. Pourquoi sur un même cursus, même année d'expérience, même compétence à la base, systématiquement, les gens qui ont un nom du Nord sont convoqués et les autres sont remerciés. Ils n'ont pas su l'expliquer. Là, vous êtes dans le cas d'une preuve flagrante d'une discrimination à l'embauche. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est un épiphénomène et ça ne se vérifie pas tous les jours. Et la preuve est difficile à rapporter parce que tout simplement, parfois, vous n'avez pas été jusqu'au bout du cursus, du process. Parfois même, vous n'avez même pas été convoqué. Mais ça ne tient pas nécessairement à une discrimination en raison de ce que vous êtes. Moi, je pense et je considère, au regard de la pratique qui m'occupe avec mes clients au quotidien et de les fréquenter aussi au quotidien et de voir comment ils fonctionnent, que l'entreprise est par nature responsable, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que je suis contre cette pratique. Je ne suis même pas réservé, je suis contre. Celle des quotas, pour les raisons que vous avez évoquées, parce que je trouve qu'il est très dur de faire comprendre à quelqu'un qui va avoir un emploi ou qui pourra évoluer parce que sa couleur de peau est celle-ci, parce que sa religion est celle-ci, c'est lui démontrer qu'il n'est pas comme les autres à la base et qu'il lui faut un petit coup de pouce supplémentaire pour avancer. Donc, plutôt que de régler les choses, alors c'est très très beau, on peut en parler, etc. La volonté est noble à la base, mais les effets sont très pervers. Parce que ça va cristalliser des situations de tension, et là où vous vouliez apaiser les choses, vous allez enflammer les choses. Regardez ce qui s'est passé. L'exemple, il n'a pas 2 ans. Le voile, l'affaire Bébilou, commence à enflammer les passions. Au niveau de la Cour de cassation, en chambre sociale, ils étaient prêts à en venir aux mains sur le sujet. Parce qu'on va au-delà du droit, parce que l'affaire en droit, elle est simplissime. Elle est simplissime. Il y a un règlement intérieur qui est très clair. Il y a le comportement d'un salarié qui va à l'encontre du règlement intérieur, qui plus est dans un lieu très particulier où on garde de jeunes enfants et on veille à leur épanouissement. Juridiquement, c'est très clair. Mais c'est le politique qui a pris le dessus et tout s'est embrasé. Donc évidemment, la question ne peut pas être... Elle est nécessairement politique. Mais l'entreprise est responsable. Alors les pistes... Moi, je suis contre les quotas pour cette raison-là. Je suis contre la norme législative qui viendrait vous menacer de sanctions, etc. Parce que on ne peut pas, en faisant ça, la norme législative, elle peut pas être segmentée. Elle va concerner toutes les entreprises et on peut dire, par exemple, on va pas s'occuper nécessairement des petites entreprises, mais on peut dire, par exemple, pour les entreprises de au moins 50 salariés qui ont des institutions représentatives du personnel, allez leur imposer des quotas. Allez leur dire qu'ils doivent avoir telle obligation, à défaut de quoi, comme on a pu le voir, vous serez sanctionné sur votre masse salariale à hauteur de 1%, 2%. C'est faire de l'entreprise, par définition, une entreprise fautive à la base. On présume qu'elle est fautive, voire délinquante. Et c'est pas ce qu'est l'entreprise. Vous faites le lien immédiatement entre imposer des quotas et mesurer la discrimination et la l'origine. Oui, pour vous, le lien est évident quand on mesure, on impose des quotas. Mais mesurer la discrimination, vous allez en faire quoi ? Vous allez en faire quoi? Une fois que vous l'avez mesuré, on va vous demander d'en tirer les conséquences. Monsieur Chaussat, ça m'intéresse de vous entendre sur cette question, surtout qu'Éric Mancas conseille les entreprises. Auguste et Debouzy n'est pas un cabinet qui conseille les salariés, mais plutôt les entreprises, plutôt les dirigeants. Le dirigeant que vous êtes, sur ces effets pervers d'une mesure, est-ce que vous... Tout à l'heure, j'ai répondu. Je ne crois absolument pas au quota sanction. On met un quota et si on ne l'atteint pas, on a une sanction. Je ne crois pas que ça soit efficace. En revanche, que l'entreprise va vouloir progresser, comme je l'ai dit, parce que c'est son intérêt économique, parce que c'est sa réputation qui est en jeu, et parce qu'elle voudra faire mieux que ses voisines pour pouvoir montrer à la fois à ses salariés, à ses clients, qu'elle est en lien avec eux. Et donc, moi, je pense que la simple mesure
est suffisante pour permettre à l'entreprise de progresser et donc de faire progresser le système. Je ne crois absolument pas qu'il faille dire on va imposer à toutes les entreprises des quotas et ensuite on va les sanctionner. Si on rentre dans ce jeu-là, on va être très contre-productif. En revanche, je répète, la mesure est essentielle. L'entreprise ne progresse pas si elle ne peut pas mesurer. Ça, c'est sûr. Et la difficulté, c'est que nous soyons tous convaincus de ce fait, et deuxièmement, que nous trouvions des moyens de mesure qui ne soient pas eux-mêmes discriminants. Alors, un mot, monsieur. Oui, parce que sur les pistes, la contrainte, évidemment, on va pas revenir dessus, mais en entreprise, il y a tous les moyens. Et vous en avez un qui est essentiel, qui se passe au moins une fois par an quand vous avez un certain effectif, mais c'est ces effectifs-là auxquels il faut faire référence pour que les choses avancent, parce que l'exemple vient toujours du dessus. La négociation annuelle obligatoire. Aujourd'hui, quand vous faites la négociation annuelle obligatoire avec vos syndicats, vous parlez des emplois, des rémunérations, de la répartition hommes et femmes. Et vous parlez aussi de la précarité. Intégrons à l'intérieur les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'on parle dans les emplois, dans l'évolution, quelle minorité, je ne sais pas si on peut en parler ainsi, mais en tout cas, quel est le spectre de l'arc-en-ciel. Et là, vous avez... Je rejoins ce que vous disiez mais comment le faire si on ne le mesure pas ? Mais vous le mesurez si vous faites la négociation annuelle obligatoire dans votre entreprise. Quand vous allez donner des documents à vos partenaires sociaux pour dire on va négocier sur les salaires, mais aussi la répartition, les effectifs, comment vous allez faire un état des lieux de votre population ? L'état des lieux de la population, il existe auprès de la DRH. Vous savez à quoi elle ressemble, vous savez ce qu'elle est. Ça veut dire qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Et vous pouvez dire, là on a telle minorité, on a telle minorité. Mais ça doit être pour le coup pesé et intégré dans le Code du travail. Parce que là, c'est un critère qu'il faut faire rentrer dans la négociation annuelle. Et tout comme on vous dit, il y a tant de femmes à telle catégorie d'emploi, on va vous dire, il y a tant de gens qui sont originaires de telle contrée, de tel... Et l'entreprise doit pouvoir rendre des comptes sur le fait que si on s'aperçoit, par exemple, que sur tel poste, sur tel emploi, sur telle catégorie d'emploi, vous avez qu'une seule catégorie, par exemple, de salariés qui se distingue, de la même manière qu'on peut le faire lorsqu'on en a la preuve à l'embauche, mais là, ça sera beaucoup plus flagrant. Et les partenaires sociaux ont leur rôle à jouer parce que les partenaires sociaux doivent être vecteurs de ces demandes, de ces requêtes, et l'employeur doit pouvoir se justifier. Et là, je pense qu'on ne peut pas être en désaccord sur ce point-là, avec des raisons objectives. Pourquoi uniquement telle physionomie de personne sur tel poste? Pourquoi il y a un seuil de verre manifeste? On se trompe peut-être, mais il y a un plafond de verre qui semble se dessiner à tel niveau de responsabilité et ne filtre qu'au-dessus que telle catégorie de personnes ou telle catégorie de personnes, qu'on s'explique qu'on ait les raisons objectives. En RH, on doit avoir tout ça. Voilà. Saïd Amouche, je voudrais vous faire réagir sur ce que M. Chaussade a dit et ce que M. Manka a dit. Quel regard vous portez sur cette mesure de la discrimination, de ces possibles effets pervers et la possibilité d'inclure ou pas les partenaires sociaux dans le cadre d'une négociation annuelle obligatoire sur ces questions d'origine ethnique, si on peut le dire comme ça, dans l'entreprise? Moi, j'ai deux grands principes. Le premier principe, c'est lorsqu'on met un plan d'action en place, il faut à un moment donné avoir des indicateurs pour savoir où on va. Après qu'on le garde pour soi ou qu'on le rend public, c'est un autre sujet. Donc moi je pense qu'à un moment donné, c'est important de se donner des caps. Et pour se donner des caps, il faut bien des éléments pour pouvoir objectiver la décision à un moment donné. Et la deuxième chose, moi je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de laisser le marché se développer. Mais à partir du moment où le marché des candidatures aujourd'hui fonctionne, on enrichira, on va enrichir naturellement les viviers de candidature des services ressources humaines. Je pense qu'à un moment donné, si on pense qu'on est déjà discriminé sans avoir candidaté, on a tué la partie. Si à un moment donné, on peut garantir que telle ou telle entreprise a un processus de recrutement objectif, eh bien, ça permettra naturellement d'alimenter des viviers. Et puis, on va avoir la dynamique de la cooptation, de la recommandation, de la publicité entre les candidats qui va se mettre en branle. Et là, on va avoir naturellement dans les processus de recrutement des candidatures de qualité diversifiées. Et on pourra ensuite, d'une manière très objective, donner la possibilité à telle ou telle candidature de poursuivre
suivre, mais sur des critères objectifs. Donc je pense qu'il faut aussi agir sur l'image que peut renvoyer l'entreprise par rapport à... On a des candidats qui nous disent je n'aurais jamais osé candidater. Et donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner que l'entreprise ne peut pas recruter. Donc il y a un niveau de responsabilité qui est partagé. On a des outils qu'il faut faire progresser. Et pour terminer, juste sur mon intervention, ce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui on est dans une société où l'entreprise n'est plus uniquement jugée sur ses produits, elle est jugée sur son image sociétale, sociale, tout simplement parce que vous avez les réseaux sociaux et on peut vous détruire votre image en 10 minutes de temps. Donc la responsabilité de l'entreprise, elle est entendue à partir de ce moment-là. Et même si au fond de soi on se dit oui mais moi j'ai pas envie, etc., parce que je suis réfractaire, parce que j'ai des réserves philosophiques tout aussi condamnables soient-elles sur le sujet, on va mettre en œuvre ce mécanisme tout simplement parce qu'il faut préserver son image sociale. Alors c'est totalement hypocrite, mais ça va aider aussi à cette diversification, à cette pluralité, parce que se faire alpaguer aujourd'hui sur son image sociale, c'est désastreux. C'est désastreux. Les réseaux sociaux s'en chargeront pour vous. Votre communication, elle ne servira plus à grand chose si ce n'est qu'à teaser les flammes qui, voilà. Donc les entreprises sont conscientes de ça et elles évoluent énormément en toute bonne foi. Beaucoup de chartes, les chartes ça reste quand même beaucoup de paroles, beaucoup de vœux pieux parfois, qui ne sont pas toujours concrétisés, mais elles existent. Et en droit, vous savez que quand vous pondez une charte, c'est quand même un engagement unilatéral de l'employeur. Vous êtes lié parce que vous écrivez. Donc une fois que vous l'avez écrit, si après effectivement en interne les partenaires sociaux se mobilisent, etc., et qu'on vous demande des comptes et qu'en plus de ça vous avez pris des engagements, votre responsabilité sociale est encore plus lourde. Donc la mécanique est certes un peu poussive, hein, ça c'est vrai, mais elle se met en œuvre. En tout cas moi j'ose le croire parce que l'entreprise par définition est responsable. Au sens noble du terme. Monsieur Chaussade, l'une des questions porte sur la question de la discrimination dans le déroulement de carrière. Est-ce que votre groupe de travail a travaillé sur cette question non pas du recrutement et de la place des uns et des autres dans le corps social de l'entreprise, mais de son évolution et du déroulement de carrière, notamment pour les minorités ethniques, si on peut le dire comme ça? Ben, sur les minorités ethniques, je voudrais quand même revenir sur un mot qui est clair. Au jour d'aujourd'hui, vous me demandez comment sont représentées les minorités ethniques chez Espace Environnement, je ne le sais pas. Donc, je ne sais pas répondre à votre question. Si vous me demandez la discrimination au milieu de carrière entre un homme et une femme chez nous, je sais vous répondre et je peux vous dire qu'on a pris un certain nombre de mesures, en particulier au moment où les femmes ont des enfants, pour s'assurer, qu'il y a maintien des salaires, je veux dire qu'il y a progression des salaires, même pendant les mois d'absence liés à la grossesse ou au post-naissance. Et ensuite, on est attentif à ce que les femmes récupèrent dans leur carrière le retard qu'elles ont pu prendre après ce moment-là. Donc sur ce sujet-là, par exemple, je peux vous répondre. C'est peut-être pas parfait, mais on connaît et on a pris des mesures. Mais sur les problématiques ethno-raciales, tant qu'on ne mesurera pas, et je vous le redis, je ne connais pas la répartition ethno-raciale de cet environnement. C'est interdit par la loi de... j'ai 35 000 salariés en France, personne chez moi, je vois mon DRH là-haut, il était d'accord avec moi, Denis, hein, personne chez nous ne sait notre répartition. Tant qu'on ne mesurera pas, on ne pourra pas progresser. Ça, c'est une évidence. La question, tout le monde sur ce sujet, toutes les entreprises sont d'accord, j'allais dire toutes les administrations sont d'accord. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment fait-on pour trouver un mode de mesure qui ne nous entraîne pas vers plus de discrimination et qui, au contraire, nous amène à moins de discrimination. Et c'est-à-dire nous permettre de réduire la discrimination. Et c'est ça le vrai sujet qui nous permettra ensuite de faire ce que vous dites, c'est-à-dire de faire progresser tout le monde de manière homogène à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que vous avez alors il y a évidemment des questions... En plus, dans l'entreprise, la compétence, une fois que les gens sont rentrés, certes, il y a des plateaux de verre, mais une fois qu'on aura à peu près une vision de ce qu'on a, la compétence va jouer à fond. Et en plus, je vous le redis, les entreprises doivent être à l'image de leurs clients, sinon la concurrence feront qu'elles seront peut-être pas détruites, mais elles perdront de la compétitivité. Donc on a tous intérêt à progresser dans ce domaine.
Mais je reviens toujours sur le même sujet, je suis désolé, c'est pour ça il faut avoir des mesures possibles. C'est bien de le dire et de le redire. Mais vous avez dit quelque chose qui est très juste, c'est qu'aujourd'hui, en droit, ces mesures-là sont interdites. Oui. Nous, nos clients anglo-saxons nous interrogent et ils nous envoient, lorsqu'ils s'implantent en France ou lorsqu'ils veulent harmoniser leur politique RH, ils nous envoient leur review pour les salariés à fin d'année. Et vous avez à chaque fois un passage réservé à l'origine ethnique des salariés, comment les effectifs sont structurés. Et systématiquement, on leur gomme, on leur fait le mémo qui va avec, en leur disant c'est interdit, vous rentrez dans une phase de discrimination. Ces entreprises sont de quelle origine? Parce que donc ça veut dire que d'autres pays le permettent. Ce sont les entreprises qui sont implantées en Angleterre, qui ont généralement un siège aux États-Unis et qui ont toutes leurs sociétés filles en Europe et qui souhaitent à un moment donné, pour les besoins de mobilité, etc., harmoniser leur politique RH, qui passe par l'entretien annuel ou semestriel que vous avez avec vos salariés. Et dans ces entretiens annuels semestriels, on a le quota, vous cochez vous-même d'où vous venez. Est-ce que vous êtes pan-européen? Est-ce que vous êtes... Voilà. Et systématiquement, il n'y a pas besoin de... Là, on est tous sur la même longueur d'onde. On doit gommer cette référence parce que même si on en comprend la philosophie, c'est-à-dire d'aider l'employeur à ne pas isoler si ça apparaît statistiquement ou à comprendre pourquoi ça apparaît systématiquement ou statistiquement, on est obligé de leur dire vous ne pouvez pas faire ça parce qu'en droit il n'y aura même pas de discussion sur quelle est votre intention première, vous serez sanctionné et ça produit l'effet inverse de celui recherché. Donc là-dessus il y a un point et c'est ce point d'évolution qui permettra à l'entreprise d'aller encore plus en avant, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'elle fait aussi, ce que font beaucoup d'entreprises. Alors, il faut avoir la structure, etc. pour le faire, mais beaucoup de grosses PME le font aussi. Elles sont présentes sur le terrain. Elles dépêchent leurs cadres dans les écoles, dans les centres de formation, dans les départements sensibles. C'est les fondations que créent les entreprises, ou tout simplement l'ébauche d'une recherche à l'extérieur des talents qui se diffuse dans tous les terrains, et les terrains sensibles également. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est l'entreprise qui le fait. Il n'y a pas de loi sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors des questions dans la salle. On essaie alors, merci de vous présenter. Alors, monsieur, je crois que vous êtes le premier à avoir levé la main. Est-ce qu'il y a des micros? J'ai le micro. Qui c'est qui a un micro? Vous avez... Oui, j'ai un micro. Ah, pardon. Bah, alors, vous avez le micro, donc parlez. Vous m'entendez? Ça marche? Oui. Si. Ça marche. Donc, Michel Calvez, directeur général adjoint à la ville de Nantes et Nantes Métropole. Il y a 7 ans, si ma mémoire est bonne, tout à l'heure, l'INED a été cité. Et nous avons été terrain d'expérimentation justement pour construire une méthodologie de mesures statistiques des origines. En définitive, votre proposition d'aujourd'hui rejoint les travaux de l'époque qui ont été enterrés à l'issue d'un débat quelques mois après, qui ont vite été enterrés. Alors d'une part, est-ce que vous avez fait le lien avec ces travaux de l'époque, et est-ce que, en définitive, dans quelques mois, la proposition d'aujourd'hui ne risque pas d'être enterrée comme elle l'a été enterrée il y a 7 ans? Alors, je sais déjà que le lien a été fait parce que ça fait, ces travaux sont cités dans le rapport. La seule chose, c'est que l'INED ou le CREST, je crois, qui ont pu faire ces travaux-là, enfin, les entreprises n'ont pas la possibilité de le faire. Monsieur Chaussade, est-ce que vous voulez Vous avez répondu. Nous nous sommes inspirés des travaux existants et en fait nous nous sommes inspirés de ce que le Conseil constitutionnel a autorisé à titre expérimental pour faire de la recherche et que nous voudrions généraliser. Donc on a essayé d'être le plus proche de ce qui peut être autorisé par le Conseil constitutionnel. Mais, monsieur, vous avez raison, si l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire le gouvernement, les syndicats et les entreprises n'arrivent pas à se mettre d'accord, cette proposition sera enterrée. Mais il faut avoir une volonté, entre guillemets, nationale. Les entreprises ou les administrations ne peuvent pas, dans ce domaine, décider tout seuls. Laure Berny. Oui, moi je voulais ajouter aussi en réponse à ce qui a été débattu tout à l'heure que, bien sûr, l'initiative des entreprises est très importante et qu'il faut que les entreprises, effectivement, se mettent en mouvement et aussi dans leur intérêt bien compris. Mais je voudrais quand même rappeler que la contrainte et l'incitation des pouvoirs publics est une condition absolument nécessaire. Non suffisante, mais absolument nécessaire. Tous les progrès qui ont été effectués en termes de mesures et de lutte contre les discriminations liées au sexe, au handicap et à l'âge l'ont été en réponse à des obligations législatives, à des incitations à négocier, etc. Donc, bien évidemment, ces obligations légales ne suffisent pas. Il faut que les entreprises se les approprient et c'est un peu un des problèmes actuellement de la législation sur l'égalité femmes-hommes, c'est que finalement il y a beaucoup de choses, il y a peut-être trop de choses et peut-être pas assez d'appropriation de la part des acteurs de terrain. En revanche, sur la question des discriminations liées à l'origine, il n'y a
vraiment rien, c'est-à-dire il y a le droit antidiscriminatoire qui peut être tout simplement une coquille vide s'il n'y a pas de contentieux qui s'en saisit, et c'est malheureusement le cas. Et donc par conséquent, je pense que les pouvoirs publics ont une très grande responsabilité quand même, ça ne veut pas forcément dire en contraignant de manière uniforme, mais à poser cette question-là, à mettre en place des référentiels qui soient adaptés. Par exemple, on arrête de parler d'intégration, comme je le disais tout à l'heure, pour les troisième générations. On parle de avec des mots qui désignent les phénomènes, c'est-à-dire discrimination, égalité des chances, égalité de traitement, etc. Et à mon avis, moi je suis assez pessimiste en fait, parce que je pense que vu le poids croissant de l'extrême droite dans la vie politique actuelle, et en particulier sur tout ce qui concerne des questions justement d'intégration, de lutte contre les discriminations, il me semble que malheureusement, ce type de rapport et celui du COMED auparavant a de très fortes chances d'être enterré, d'être mis dans un tiroir. Il faut quand même, donc il y a un moment où il faut en tirer des conséquences et essayer de penser des manières politiquement de faire bouger les pouvoirs publics aussi sur ces questions. Alors, écoutez, monsieur, et puis monsieur après, juste derrière. Merci de vous présenter. Et madame. Merci beaucoup. Je m'appelle Chibara Lechireji, je suis dans mon entreprise, je travaille dans le domaine de la qualité de vie au travail. Alors, moi, la question de la mesure, c'est celle qui me fait réagir le plus. En fait, le débat autour de ça traduit tout l'inconfort que l'on a à parler de ces questions. Et la rencontre d'aujourd'hui, si je me suis inscrit, c'est parce que j'ai trouvé que dans le petit résumé de présentation, c'était osé, c'est-à-dire que pour une fois, ça nommait officiellement une question. Alors, comment peut-on traiter un problème qu'on ne nomme pas? C'est tout le problème de mon point de vue. Je vous raconte une anecdote. Évidemment, je suis noir. Ce n'est pas ma caractéristique première. Mais je vous évidemment, je suis noir, non? Oui, très bien, mais c'est une anecdote qui m'a marqué. Au début des années 90, j'étais étudiant à Aix-en-Provence. Je vais dans un supermarché avec un ami qui est très grand. Il est imposant, on ne peut pas ne pas le voir. Et puis il y a une maman avec une petite fille dans la poussette, dans le caddie, qui remarque mon ami, forcément on le voit. Et qu'est-ce que la petite elle dit? Maman, un noir. Et la réplique c'est bam. La maman l'a tapé. Et ça nous a marqué. Parce qu'en fait, la petite, elle ne discriminait pas mon ami. Elle le nommait. Et moi, il n'y a rien qui m'agace que quand on me dit un black. Il y a un français, black, anglais. Dites-moi un noir. Je suis noir, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, celui qui est dans le malaise, c'est celui qui pense qu'en disant un noir, il m'offense. Ce n'est pas vrai. Et puis quand il dit un noir, ça ne veut dire pas qu'il réduit toutes mes qualités, tout ce que je suis, à ma couleur. Donc, je vais dire, la question qui a été posée par le président quand il introduisait, c'est est-ce que les entreprises sont la juste réplique, en fait, j'interprète comme ça, la juste réplique de la société ou pas? Eh bien, dans un sens, oui, dans un sens, non. Et les entreprises ont leur marge de manœuvre là-dedans. Évidemment, merci madame, ce que vous disiez, je pense qu'au niveau politique global, je suis plutôt pessimiste, mais je pense que dans les entreprises, on se fréquente, on travaille ensemble. Donc, on est plus à l'aise pour nommer les questions, pour les traiter au niveau de l'entreprise. Alors que politiquement, ça dépend du vent. Le même aujourd'hui qui a dit ça, quand il voit les sondages, il va dire exactement le contraire le lendemain. C'est plus compliqué. Dans l'entreprise, libérons-nous, lâchons-nous. On peut parler de ça sans se fâcher. Merci de ce... Je ne sais pas si ça mène des... Moi, je vous rejoins totalement parce que... Merci de ce témoignage. Je vous rejoins, moi, totalement, dans la mesure où on ne dit plus les mots. On ne dit plus les mots et l'entreprise, le mal du siècle, c'est pas une œuvre légale. Légale, il y avait 4 lignes dans le Code du travail et les mêmes dans le Code pénal. Par exemple, regardez le stress au travail et la prévention des risques psychosociaux. Comment on en est arrivé? Ce texte, il a toujours existé. On n'a pas attendu la sinistre affaire qui s'est déroulée il y a quelque temps pour en parler. Depuis lors, on n'écrit plus de la même manière. On ne se parle plus de la même manière, on ne se dit plus merde de la même manière, alors qu'on devrait pouvoir se le dire. On devrait pouvoir se dire les choses, parce que se dire les choses, ça permet de dégonfler quelque chose qui, à la base, est stérile. Et on en revient et on siffle la fin de la récré. Ne plus se dire les choses,
c'est le commencement de la débâcle. Et le droit, la sanction, n'y feront rien. Le droit et la sanction, ça bride sur ce point-là les mécanismes. On essaye de faire rentrer des gens dans des compartiments dans lesquels ils ne collent pas nécessairement. Si vous faites ça, vous créez des distorsions qui seront pires que l'effet premier recherché, aussi pur soit-il au départ. Alors j'ai pas du tout oublié les questions. Je voudrais juste, parce que le temps tourne et Monsieur Chaussat va nous quitter dans pas bien longtemps maintenant. Je voudrais juste lui poser une question parce que je pense qu'elle est. Enfin, il faut qu'on en parle. La question du CV anonyme, qui faisait partie de la loi de l'égalité des chances de 2006. On attendait des décrets d'application qui ne sont jamais sortis. Le Conseil d'État s'en est saisi, a donné 6 mois au gouvernement mi-juin pour sortir ces fameux décrets. J'imagine que cette question du CV anonyme a été débattue dans votre groupe de travail. Alors, je vous pose la question juste à vous. On pourra peut-être en débattre après, mais voilà, que vous puissiez au moins répondre avant de nous quitter sur cette question-là. Le CV anonyme, est-ce que ce groupe de travail s'en est saisi et est-ce que vous demandez sa généralisation ou au contraire l'abandon de cette mauvaise idée? Écoutez, nous, ce qu'on a dit, c'est que le CV anonyme avait eu un mérite, c'était celui d'être provoquant et finalement de poser véritablement la question de la discrimination, en particulier ethno-raciale. Donc de ce point de vue-là, il a certainement eu un effet positif. Toutes les expériences qui ont été menées, et vous verrez dans le rapport est très équilibré sur ces sujets, mais en tout cas, toutes les expériences qui ont été menées montrent que le CV anonyme n'apporte pas grand-chose et qui complexifie, en particulier pour des petites et moyennes entreprises, il complexifie, il rend la vie plus compliquée qu'avant. Donc, nous, notre proposition, c'est plutôt de dire, s'il faut peut-être refaire d'autres expériences. Je ne veux pas tout expliquer, parce que c'est très bien expliqué dans le rapport. Il faut peut-être à nouveau refaire des expériences, mais il ne faut pas non plus croire que c'est le CV anonyme qui va résoudre les choses. Pour une raison simple, c'est que quand vous recrutez quelqu'un, à la fin, les 2 ou 3 derniers, vous allez quand même les voir. Parce que je veux bien qu'on fasse du recrutement anonyme, mais comme vous le disiez très bien, dans l'entreprise, c'est quand même un milieu où on se parle, où on se rencontre, où on se voit, et donc il est hors de question d'aller recruter quelqu'un sans l'avoir vu, sans avoir discuté avec lui. Donc le CV anonyme, oui, ça permet d'amener, si je puis dire, dans les 3 ou 4 derniers, ceux qu'on va. Mais après, quand vous allez les voir, CV anonyme, il sert à rien. Et vous n'êtes pas dit, enfin, vous n'avez pas voulu prendre une parole forte en disant notre préconisation, c'est justement de ne pas le généraliser, parce que si on va au bout de la logique, on devrait avoir un décret qui va nous dire dans les entreprises de plus de 50 salariés, vous devez généraliser le CV anonyme, et donc ça s'imposerait chez vous comme chez d'autres. Si vous me la posez la question comme ça, moi je pense que ça serait une formidable erreur de généraliser le CV anonyme à toutes les entreprises de plus de 50 salariés. On veut créer des emplois, arrêtons de complexifier les affaires, essayons de les simplifier. Alors le CV anonyme, il faut certainement continuer à faire de l'expérimentation, il faut certainement pas aujourd'hui le généraliser. Enfin, là, comme nous n'avions pas la décision du Conseil d'État quand nous nous sommes rencontrés, ce sujet n'a pas été, enfin, le sujet de sa généralisation n'a pas été, donc je ne parle pas au nom du groupe, il n'a pas été débattu, mais le bon sens. Votre réponse est très claire. Il ne faut pas le faire, comme ça en tous les cas. Monsieur, merci. Donc je m'excuse, mais je vais devoir partir. Alors voilà, il est 10h. Donc. Monsieur, j'espère que votre question n'était pas pour Monsieur Chaussat, sinon il prend le micro et il parle en quittant la salle. En courant, voilà. Je voulais rebondir sur la question précédente. Est-ce que vous pouvez juste nous dire qui vous êtes? Oui, tout à fait. Donc je travaille à l'OCIRP, je m'appelle Paul-Louis de Chambure, donc je suis blanc naturellement, et au vu de mon nom, j'ai peut-être une présence en France. Une petite anecdote juste pour expliquer, on est 80 personnes, on est un groupe travaillant dans la prévoyance, on est paritaire, donc on est assez vigilant, je dirais, dans une PME, on va dire, et on se connaît tous. Et l'autre fois, on discutait avec les membres du CE, et on se disait, tiens, parmi les derniers embauchés, est-ce qu'il y a beaucoup de gens éventuellement d'origine étrangère? Ça se voit ou ça se voit pas, suivant les expériences. Et on s'est dit, la seule manière de le faire, si on veut s'amuser, ça serait, par exemple, de dire, au cours d'un repas qu'on organiserait au niveau du CE, chacun vient avec une boisson ou un plat de son pays ou de sa région d'origine. Ça peut être une manière de contourner le problème. Maintenant, plus sérieusement, est-ce qu'on peut quand même contourner le problème, puisqu'on n'a pas le droit de faire des stats ethno-raciales en tant que telles, et est-ce que le lieu de naissance peut être une manière de l'identifier, le lieu d'habitation, mais je ne suis pas très satisfait non plus parce que ça catégorise un certain nombre de quartiers ou de villes de manière effectivement homogène, les écoles d'origine, mais on n'en tire pas grand-chose. Est-ce que certains l'ont pratiqué?
et est-ce qu'on peut aller plus loin en attendant qu'on évolue sur les statuts? Alors, je ne sais pas, peut-être ou Laure Berny ou Monsieur Amouche, je ne sais pas si vous avez quelque... Non, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont possibles. Et le rapport Errand avait bien montré qu'il était possible de réaliser des comptages fondés sur l'origine, donc lieu de naissance, etc. Le problème, c'est qu'il faut s'entourer d'un certain nombre de précautions, parce que ça reste quand même des données sensibles, et que, par conséquent, c'est très difficile de généraliser ces dispositifs et de les banaliser au même titre que les dispositifs de comptage selon le sexe ou selon l'âge, par exemple. Donc là, c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait véritablement une prise de position publique, des pouvoirs publics sur la question, en insistant sur le fait que désormais le comptage devient un des moyens de mesurer les discriminations. Donc la réponse c'est aussi c'est possible, mais c'est plus compliqué. Il y a aussi des enquêtes qui sont très intéressantes qui permettent de mesurer les discriminations selon le prénom, le patronyme, et de manière plus convaincante selon le prénom qui a une consonance étrangère ou non. Donc ces enquêtes sont possibles, mais elles doivent être réalisées par un institut ou un organisme tiers. Elles sont un peu plus coûteuses et on sait très bien que les entreprises, puisqu'elles ne sont pas contraintes de le faire et parce que c'est un peu plus compliqué, elles le font beaucoup moins que pour ce qui est des autres groupes discriminés. Donc ma réponse, elle est un peu, impossibilité de faire des statistiques ethno-raciales. En fait, c'est plus compliqué que ça, mais néanmoins, il faudrait vraiment que les pouvoirs publics, prennent en compte les résultats de ces rapports, de celui-ci ou du COMED, et véritablement donne une impulsion positive en faveur de ces méthodes. Alors, madame, je vais vous donner la parole tout de suite. Je voudrais juste, monsieur Amouche, que vous réagissiez à cette question du CV anonyme, parce que vous avez plutôt mis en place le CV vidéo, ce qui est un peu le contraire du CV anonyme. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette fausse ou bonne idée, à vous de nous le dire, de la généralisation du CV anonyme dans les entreprises de plus de 50 salariés? Nous, on a toujours pensé que plutôt que de cacher les individus, il fallait les montrer. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Le CV anonyme a été imaginé comme étant une solution de lutte contre les discriminations. C'était pas une solution de promotion de la diversité, mais permettre à ceux qui sont des victimes de pouvoir au moins accéder à un entretien. Donc on était là en 2005 quand on a pensé le problème, au lendemain en fait de la révolte des banlieues. On était sur ce sujet-là. Moi en tout cas nous, on a considéré au sein de Mosaïque RH que le rôle pédagogique qu'on avait était important, parce qu'il faut aujourd'hui sortir en fait de nos imaginaires discriminants. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin de positionner notre réflexion et on est tous aujourd'hui animés par nos préjugés et nos stéréotypes. On est tous aujourd'hui victimes de ça. Et plus tôt on en prend conscience, plus tôt on est capable, à partir du moment où on est volontaire bien sûr, plus tôt on est capable d'activer du changement. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on maîtrise nos filtres. Il y a des biais et ces biais-là doivent être contournés. Et donc nous, on pense que communiquer sur des exemples de réussite, communiquer sur des candidats qui n'ont pas de problème, communiquer, parce qu'il y a une multitude de candidats aujourd'hui qui sont diplômés, qualifiés, qui ont envie de bosser et qui ont simplement un problème de connexion avec le monde économique. C'est ça le problème. Et donc, je crois que la vraie réponse, aujourd'hui, on a le cadre juridique, le code du travail fourni, on a des expériences qui marchent, on a des entreprises qui ont envie d'avancer. Il faut mettre en place aujourd'hui une organisation très opérationnelle qui va permettre aux plus motivés de continuer à aller plus loin, de travailler la sensibilisation, la formation des acteurs, de mettre en place des outils apaisés, de doper les processus d'outsourcing. Mais on ne peut pas rester comme ça avec des idées, une loi qui est figée, des députés qui ne savent pas quoi faire et qui, sous le mouvement de la pression, aujourd'hui vont voter une loi sans connaître le problème. En réalité, je vais loin, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a quelque temps. Je pense que si demain on n'est pas capable de mettre en place une organisation, alors il ne faut pas qu'elle soit complètement orientée sur des intérêts privés, parce qu'on voit bien la limite de l'exercice, mais il ne faut pas non plus que ça soit public, parce qu'on sait très bien que ça va être compliqué si l'administration se saisit de ce problème et n'avance pas. Donc il faut un organe, une troisième voie, une voie qui va permettre de mettre des opérations en place, de réaliser des actions. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui en France, et les idées sont prêtes à être menées. Madame. Oui, bonjour. Donc moi je m'appelle Pascal Pracros, un nom un peu grec, voilà. Sauf que je suis sicilienne d'origine. Et je travaille à l'INRA, c'est l'Institut de recherche agronomique où je suis chargée de ressources humaines. Je suis aussi en lien avec la santé, qualité de vie au travail, avec l'AFNOR, qui fait pas mal de dossiers là-dessus.
Alors, ce que je veux dire, c'est au sujet des quotas. Bien sûr, c'est pas simple et les effets pervers existent, c'est vrai. Les gens qui veulent pas déclarer qu'ils sont handicapés, dû au travail, par exemple. Voilà, parce que, oui, je veux pas être considéré comme ça, je veux pas être rangé dans cette case, etc. Mais ce que je vois de positif dans les quotas, c'est que ça nous a permis d'être imposés, d'être obligés d'introduire dans nos entreprises, notamment des personnes handicapées. Et ça a permis aux gens de travailler ensemble. Et je reviens sur une phrase qui vient d'être dite, plutôt que de cacher les individus, montrons-les, travaillons ensemble et voyons que finalement, tout se passe très bien dans un groupe où il y a toutes sortes de personnes, etc. Donc c'est le point positif que je vois au quota, ça a été ça, de permettre ça. Et les points négatifs, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que femme, quand on me téléphone en me disant « viens dans un jury », parce que c'est pour le quota des femmes, je dis « bon, si c'est pour ça, je viens pas. Je viendrai parce que j'ai des compétences dont tu as besoin, parce que voilà, mais pas parce que je suis une femme et qu'il t'en manque 2 pour faire le pourcentage, quoi. » Dans un jury ou dans un conseil d'administration aujourd'hui. Vous voyez ? 20% puis 40% en 2017. C'est très pervers. Donc voilà, c'est pour dire que c'est pas simple du tout, quoi. Il y a des aspects positifs et négatifs. Merci de votre témoignage. Je ne sais pas si vous voulez... Alors, merci encore. Madame. Attendez, on va vous donner un micro parce que ça va prendre 4 secondes et ça permettra à tout le monde de vous entendre. Oui, je suis Geneviève Dangenstein. J'ai créé un bureau, une école pour apprendre les codes sociaux. Et parce que je me suis évidemment, ayant lu Bourdieu, et je me suis aperçue effectivement que la société française est un petit peu schizophrénique. Elle est fascinée par l'idée d'égalité et en même temps elle est restée sur ses bases de la hiérarchie, ce qui fait effectivement que les gens n'osent pas dans les... Quand j'ai proposé mes services à des grandes écoles, parce que je sais qu'il y a dans ces quotas de minorité des gens qui souffrent lorsqu'ils rentrent à HEC, dans les grandes écoles, et ces mêmes personnes souffrent après lorsqu'il faut rentrer dans la vie active, parce qu'ils sont confrontés aux gens qui sont dans les réseaux sociaux. Donc je vois que souvent on ne veut pas admettre une certaine réalité, et voilà, je voulais dénoncer un petit peu cette hypocrisie que l'on a à ne pas vouloir la réalité en face. C'est vrai qu'aux États-Unis, moi j'ai vécu un petit peu aux États-Unis et je me suis aperçue que ce genre d'école qui apprend les codes sociaux fonctionne très bien parce que les gens sont réalistes. Ils disent voilà, j'ai de l'argent ou j'ai des diplômes et c'est ce qu'il me manque. Mais en France, on cache énormément cette vision de tous ces codes. Monsieur Amouche, peut-être un mot sur cette question-là, parce qu'effectivement, il y a la question des diplômes, et après, il y a la question du réseau qui permet justement d'entrer en entreprise. Enfin, forcément, ces questions-là, c'est celles que vous traitez tous les jours avec les candidats qui sont les vôtres. Moi, je pense qu'il y a un enjeu très très fort sur la question des jeunes diplômés. Les jeunes diplômés, par définition, c'est ceux qui sont prêts à rentrer dans l'entreprise. Ils ont encore à apprendre avant de tenir et devenir hyper performants, mais c'est ceux qui sont prêts. Donc, on a un système éducatif qui a investi pendant des années, et on a ensuite des jeunes qui rentrent facilement parce que ce sont des élites, parce que à un moment donné, on a les réseaux, on a les codes, on a la bonne méthode, et puis il y a ceux qui sont à côté du marché et qui vont connaître 2 à 3 fois plus de temps d'insertion. Et le paradoxe, c'est que ce sont des jeunes qui, au principe, ne doivent pas être dans les statistiques du chômage, puisqu'ils sont opérationnels et qu'il y a des postes qui leur correspondent. Et quand on fait l'analyse, on a pris la liste des candidats qu'on avait placés en 2011, on s'était rendu compte en fait que c'était des candidats qui avaient
qui avaient un temps de chômage 2,5 fois supérieur à la moyenne des jeunes, et le fait d'avoir permis l'accélération en faisant la promotion des compétences, eh bien McKinsey nous a proposé de faire une étude sur l'impact économique. On a eu un gain de 4 000 € par candidat placé, c'est-à-dire que en permettant à ces jeunes de travailler plus rapidement que la moyenne, eh bien ça a permis en fait d'éviter des coûts. Et ça a permis aussi, en fait, de les mettre dans des situations en fait de payeurs d'impôts, de consommateurs, et donc il y a des charges patronales qui sont générées automatiquement à partir de travail. Et donc on peut aujourd'hui matérialiser le gain économique lorsqu'on fait un travail efficace sur une population dite fragile, mais qui peut être rattrapée, qui peut rattraper la moyenne pour pouvoir travailler. Et donc il y a un vrai enjeu sur la capacité à trouver des solutions d'une manière massive sur ces populations-là. Et on voit bien en fait le constat. Hein. D'un côté, on fait un effort qui coûte pas très cher, et de l'autre côté, ça rapporte. Et je pense qu'il faut pousser aussi aujourd'hui le gouvernement à chercher des solutions dans cette direction, c'est-à-dire la prévention. Alors on arrive au terme de cette table ronde parce qu'on va essayer de retenir le timing. La deuxième doit commencer à 10h15. On a le temps d'une ou deux dernières questions. Madame au centre. Alors, question brève, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... Je ne sais pas si ça... Ouais, voilà. Hélène Garner, France Stratégie. Moi, j'avais deux questions. D'une part, est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe, voire une hypocrisie, à demander à mesurer l'origine, sans en contrepartie en refusant les quotas ou toute nouvelle contrainte législative, et reconnaître en même temps que pour ce qui concerne les femmes, les seniors ou les travailleurs handicapés, c'est bien les quotas et les contraintes législatives qui ont fait avancer les choses. Donc je voudrais souligner, parce que ça me paraît quand même un peu étonnant d'avoir les deux positions simultanément. Et l'autre chose, ça a été dit dans les commentaires, hein, effectivement, les mesures sont possibles, et Laure Béreny l'a rappelé. La CNIL l'autorise sous des conditions très, très restrictives, mais pourquoi, dans la proposition numéro 1, c'est inciter les employeurs à mesurer la diversité ethnique. Et donc c'est possible, c'est compliqué, etc., mais il y a des cadres législatifs qui l'encadrent. Alors inciter, ça serait inciter comment ? C'est-à-dire comment faire? Je vois pas très bien comment inciter. Enfin, j'ai pas lu le rapport. Hein, je vois juste la proposition numéro 1. C'est avoir un peu plus d'explications sur inciter les employeurs. Voilà, c'est possible aujourd'hui, c'est compliqué, mais inciter comment? Oui, je voudrais juste répondre. Je suis pas l'auteur du rapport, donc pour la deuxième partie, je pourrais pas répondre sur voilà, pour donner un contexte à cette proposition. En revanche, sur la contradiction, effectivement, et vous avez raison de la souligner, entre l'idée d'inciter à mesurer et en même temps la prévention contre les quotas. Enfin, bien sûr, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que, en gros, hein, si on mesure pas, on peut pas faire de quotas. Enfin, on peut pas mettre en place des quotas, d'accord. Mais en revanche, on peut mesurer sans mettre en place des mesures de discrimination positive, c'est-à-dire dans le processus de sélection lui-même. On peut mesurer et mettre en place des actions positives, c'est-à-dire des actions qui vont cibler certains groupes sans pour autant, au moment du processus de sélection, favoriser les membres qui viennent de ces groupes. Et c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis dans le domaine de l'emploi. Hein, donc, même si on a l'impression qu'il s'agit de quotas, en fait, il s'agit de mesures qui ciblent ces populations. Hein, c'est-à-dire que l'horizon, c'est de faire progresser la position de ces populations dans les organisations de travail, mais on n'utilise jamais, enfin, en tout cas, c'est interdit par la loi américaine, des quotas au moment du processus de sélection pour ces groupes-là. Voilà. Saïd Amouche, vous étiez dans le groupe de travail sur ce CHOSAT des plus là. Inciter, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on pourrait inciter les entreprises à mesurer qu'est-ce qu'on met derrière le mot inciter et comment on s'y prend? Je vais revenir sur l'exemple des jeunes diplômés. On sait qu'aujourd'hui, les universitaires passent derrière les grandes écoles, hein, c'est clair, et notamment les universitaires de banlieue. Hein, quand on passe le périph', Nanterre, la faculté de Saint-Denis, la faculté de Villetaneuse, eh bien, cette université, on étudie l'économie, on étudie la gestion. Et on sait que mécaniquement, on a des processus de recrutement qui ne sont pas orientés dans l'identification de ces candidats. Donc, une manière de pouvoir inciter, c'est de faire connaître les opportunités d'emploi vers ces cibles de candidats. Alors pas exclusivement, mais ne pas oublier de diffuser les informations. Alors évidemment, on a un deuxième problème pour rentrer un peu plus dans la technique, c'est que souvent les universités ne sont pas équipés pour pouvoir se saisir de l'information et de pousser l'information au plus près du candidat pour en faire des acteurs de leur candidature. Et donc il y a besoin de
faire de la médiation. Il y a besoin de passer du temps à sensibiliser, à faire connaître, à parler des métiers auprès de ces jeunes pour que spontanément on cultive une habitude de candidature spontanée ou de candidature tout court. Et cette attitude, à terme, et évidemment ça se joue dans la durée, eh bien, elle va permettre la multiplication et la diversification du vivier. Donc c'est une des mesures qui est possible lorsqu'on met en place une opération comme ça, lorsqu'SFR recrute des apprentis. 3 ans plus tard, on totalise 100 recrutements réalisés au sein de SFR. Et on sait que 75%, lorsqu'on fait une étude a posteriori sur les candidats, nous disent « je n'aurais pas osé postuler chez SFR ». Et l'effet indirect qui est très intéressant, c'est qu'on a autant de candidats qui ont postulé naturellement chez Orange. Et donc là, on a un effet très positif. Alors une dernière question, merci Juste une chose pour moi, mais rapide, parce qu'il y a des mots qui reviennent souvent, c'est hypocrisie, schizophrénie. Mais vous voyez, ça participe. Vous ne pouvez pas imposer les choses, encore une fois. C'est le modèle de l'égalité des femmes. Moi, je suis dans un cabinet où sur 7 associés, on est 2 hommes. Sur 30 collaborateurs en social, il y a 24 femmes. On est, bon, vous voyez, et je m'en plains pas. Hein, donc, mais parce que la petite touche d'humour, mais vous ne pouvez pas. Bon, je vais prendre une image. Vous êtes chez vous, vous aimeriez que par loi, par rapport, on vienne vous dire vous devez manger du poisson 3 fois par semaine. Et puis là, vous regardez trop TF1, dirigez-vous vers M6. Là, faut aller sur la TNT. On peut pas régler votre vie comme ça. Une entreprise, c'est une vie, c'est une somme d'individus, c'est une collectivité. Elle a pour poursuite son activité, et pour poursuivre son activité, elle a besoin de talent. Elle n'a pas besoin de quotas, elle a besoin de talent. Les talents, j'ose encore le croire, ils sont de toutes les couleurs. On ne devrait même pas... mais le débat vient, on en parle. En parlant, on avance les choses. Et en avançant les choses, on se rend compte que par la contrainte, on n'arrive à rien. Si ce n'est qu'à bloquer les gens. Et on est dans une situation, on l'a dit tout à l'heure, ça ne vous aura pas échappé, l'accès à l'emploi est de plus en plus difficile, non pas parce qu'il y a de la discrimination, parce que les process de recrutement sont souvent gelés, ils sont véritablement très, étroits aujourd'hui, parce que nous sommes dans une situation de contraction qui ne facilite pas les choses et de crise. Donc, continuez. Si la philosophie de la chose, c'est il faut contraindre, il faut contraindre, il faut contraindre, vous allez avoir des employeurs qui ne seront plus, je le dis, ça, pour faire avancer les débats, chez eux. Vous ne pouvez pas tout obtenir par la contrainte et la sanction. C'est pas possible. Merci. Et l'État a démissionné depuis longtemps de fonctions qui sont les siennes. Et le problème, il n'est pas en entreprise. Il n'est déjà dans le cursus scolaire. Moi, je suis blanc. Hein, je suis issu d'une famille où on ne connaît pas le chômage. Eh ben, j'ai mis, à la sortie de mon université, j'ai mis 4 mois pour trouver un stage. Je suis resté 18 mois en stage. Qu'est-ce que vous voulez y faire? J'aurais pu demander la requalification au contrat de travail, j'aurais pu me plaindre du machin, etc. Mais vous avez dit le mot tout à l'heure, les solutions, elles viennent d'initiatives comme les vôtres. C'est le terrain, des gens qui y croient, qui doivent créer les choses sur le terrain. On ne peut pas attendre tout de la puissance publique. La puissance publique ne peut pas, et de toute façon, sérieusement, on le sait tous, ou alors on est dans le politiquement correct, ça fait longtemps qu'elle a baissé les bras sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y a qu'un mot d'ordre qui gouverne l'entreprise, et il est malheureux, c'est la responsabilité au sens civil, pour le coup, et pénal. La faute inexcusable de l'employeur. C'est malheureux. Monsieur, une dernière... alors, la dernière question, parce que voilà, le temps a vraiment tourné pour le coup. Oui, Jean Lessian, j'ai présidé il y a quelques années un groupe de travail à l'Institut Montaigne pour un service civique européen qui incite les jeunes à aller dans d'autres pays pour faire un service et faire un brassage culturel qui permet de mieux se comprendre. Ça, c'est pour me présenter tout simplement, mais aussi pour faire le lien avec le sujet. Un premier point, tout ce qui est interdiction d'enregistrer, de noter et autres, me paraît totalement aberrant. Je crois que les contradictions sont apparues. D'un côté, on dit il faut traiter le sujet, de l'autre côté, on refuse de l'identifier. Donc, je vais encore prononcer le mot d'hypocrisie, mais il y a là une véritable hypocrisie. Et vous dites qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, mais au moins qu'ils n'interdisent pas ce qui est utile et qui peut rendre service. Alors bien sûr, ça peut être pervers, mais à force d'avoir peur de tout, on ne fait plus rien. Donc ça, c'est un premier point. Un petit corollaire, on a parlé de remplacer l'ethnie, la couleur ou je ne sais quoi
par le lieu de naissance. Monsieur qui est à Nantes nous dira qu'à Nantes, tous les Français nés à l'étranger sont enregistrés à Nantes, et vous avez là-dedans aussi bien des Bretons ou autres que toute personne effectivement née à l'étranger et résidant en France. Donc c'est sûrement techniquement une mauvaise solution que de prendre cette option-là. Ça, c'est une petite parenthèse. La dernière question que je voulais vous poser, c'est qu'à un moment, il y a vous venez d'effleurer le sujet, monsieur. On parle de discrimination, et tout de suite, c'est discrimination négative. Mais il arrive aussi, c'est relativement rare, qu'il y ait des discriminations positives. Si vous voulez quelqu'un pour repeindre la tour Eiffel, vous allez choisir plutôt un Tibétain qu'un Norvégien, par exemple. Donc, pourquoi ? Parce qu'il a peut-être un peu moins le vertige. C'est une discrimination et elle est positive. Donc, je prends un exemple un petit peu utopique, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment, toute communauté qui se sent discriminée doit aussi travailler sur elle-même. Je suis moi-même d'origine étrangère et je suis sensible à ces questions-là. Et si c'est toujours la faute des autres, si on demande des droits sans s'interroger sur l'image que l'on projette, je crois qu'il y a un vrai problème et j'aimerais avoir votre réponse à cette question. Alors, je propose à M. Amouche, en conclusion, voilà, pour répondre à cette interpellation sur le fait que les groupes eux-mêmes doivent se prendre en charge. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ça m'inspire le cercle vicieux de la discrimination. C'est quoi ? C'est finalement des candidats qui sont dans les starting blocks, prêts à aller bosser, qui n'ont pas de problème et qui, au final, petit à petit, vont se rendre compte que c'est plus compliqué, ils vont mettre plus de temps. On sait qu'un candidat, quand il passe le cap des 12 mois de chômage, il n'est plus dans le même état d'esprit. Donc, il a perdu confiance en lui et il va falloir... il ne fait plus partie des meilleurs. Il cherche simplement un boulot pour vivre. Quand on prolonge en fait l'expérience, au bout de 18 mois, ça devient très compliqué parce qu'on commence à se déconnecter des réalités, se déconnecter des rapports humains. On perd en considération aux yeux des autres. Et mécaniquement, on va avoir une position psychologique de dégradation qui va se constituer. Et le seul refuge qu'on peut retrouver, c'est de pouvoir renvoyer la faute à l'autre. Et donc c'est comme ça que se constitue finalement l'état de victime. L'état de victime, puisque c'est le seul outil. Les pouvoirs publics ne m'ont pas aidé, l'entreprise ne veut pas de moi, et pourtant j'ai fait les efforts. Je suis un candidat méritant. Et c'est cette rupture, c'est ça qu'il faut couper le plus tôt possible. Et c'est pour ça qu'il faut être dans des dynamiques de prévention, je pense. Et donc voilà. Et donc ces victimes après peuvent à un moment donné aller dans le déplacement de la limite. Et donc j'ai toujours pensé qu'il fallait plutôt être dans des dynamiques de promotion plutôt que dans des dynamiques de victimisation. Alors je propose qu'on arrête parce que le temps a vraiment tourné. Merci à nos trois intervenants pour la qualité de ces échanges.